merci, Exactement. un grand merci à toutes et à tous de vous êtes connectés ce matin de bonne heure, alors que j'imaginais que vous avez prévu d'aller faire du sport ou avant d'aller au travail. Donc, voilà, je suis très touché par cela. Donc, l'objectif de cette courte présentation, c'est de parler d'un thème qui est comment engager nos collaborateurs avec enthousiasme. Je vais partager mon écran et comme ça, tchoc, tchoc, on va pouvoir, hop là, youpi, logiquement, vous devriez le voir. Confirmez-moi, voilà, super. Donc l'idée, c'est de pouvoir à la fois vous présenter une réflexion ou des réflexions sur cette notion d'engagement des collaborateurs ou de quelques clés pour engager les collaborateurs. Bien sûr, c'est juste quelques clés, il y en a plein d'autres. Cette petite présentation ne se veut pas exhaustive et complète de tout ce que l'on peut faire pour engager les collaborateurs, mais il y avait 2 points que je souhaitais partager avec vous, 2 points qui pour moi me semblent importants d'avoir à l'esprit quand on est dans une situation où on doit engager des collaborateurs avec nous sur nos projets. Je vais très rapidement, peut-être pour commencer, me présenter en quelques mots et en quelques slides. L'idée, c'est que vous puissiez voir un peu qui je suis et ce que je fais. Et puis après, je vous ferai cette courte présentation. Et puis, je vous invite, parce qu'on a la chance, quelque part, on n'est pour l'instant pas trop nombreux, on est une 18. Donc, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Vous avez juste à ouvrir vos micros et à couper la parole. Donc, pour couper la parole, il y a un mot-clé, il faut dire rhinocéros. Voilà, vous dites rhinocéros et on sait que quelqu'un veut prendre la parole. Et puis vous intervenez quand vous voulez. Sinon, vous avez également le chat. Et là, je vais laisser du coup Solène et Elodie gérer le chat. Et pareil, Solène et Elodie, vous dites rhinocéros quand il y a une question dans le chat à intervenir. J'aime bien rhinocéros comme mot-clé. Je vais le garder pour les prochaines interventions. Allez, en quelques mots, rapidement, qui je suis. Donc, je m'appelle Yohan Massico. J'ai créé mon organisme de conseiller de formation il y a 5 ans. Ça fait 15 ans que je suis du conseiller de la formation. Et j'interviens dans les entreprises avec un objectif principal qui est de pouvoir faire en sorte qu'on remette un peu l'humain au centre des préoccupations de l'entreprise. Parce que partant du principe assez clair, mais même si ça va, même si je dirais c'est assez limpide pour tout le monde, l'humain reste aujourd'hui le premier facteur de succès d'une entreprise et l'objectif c'est quand même de réussir à faire en sorte que l'individu s'épanouisse dans l'entreprise parce que s'il s'épanouit, l'équipe va performer et si l'équipe va performer, l'entreprise va performer. Donc j'interviens sur différentes missions ou différents leviers. Je vais utiliser des outils comme ceux que vous voyez à l'écran qui sont des outils de développement personnel, qui soient sur le comportement avec ce qu'on appelle la méthode des couleurs, qui est la méthode DISC, qui soient sur les facteurs de motivation dont on parlera un petit peu plus tard tout à l'heure, ou qui soient sur l'intelligence émotionnelle. Voilà, ce sont des outils qui ont pour objectif de permettre à un collaborateur, à un individu, de mieux se connaître, de mieux maîtriser son mode de fonctionnement, mais également de pouvoir identifier comment fonctionnent ses interlocuteurs et de manière à ce qu'ils puissent s'adapter à eux et s'adapter également aux différentes situations qu'il peut rencontrer dans une entreprise. Voilà, sans rentrer dans le détail, j'interviens sur différents niveaux que sont la performance individuelle et collective, que ce soit à la fois la cohésion d'équipe, la gestion du stress, la gestion du temps, mais également bien sûr sur le management, sur la performance commerciale et sur les réseaux sociaux. Donc voilà, la plupart des points sur lesquels j'interviens, il y a moi et puis il y a ma petite équipe aussi. Alors il y a une équipe de salariés, puis il y a une équipe de consultants extérieurs sur lesquels je peux m'appuyer aussi quand c'est nécessaire. Voilà, ça c'était une rapide présentation. L'idée, c'est pas de passer trop de temps là-dessus, mais l'objectif, c'est aussi de faire le lien sur cette intervention et de pouvoir vous donner le pourquoi. Pourquoi ce thème? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Comment engager vos collaborateurs avec enthousiasme? Donc, j'ai choisi ce thème-là parce que aujourd'hui, l'engagement est une clé importante dans l'entreprise et que le rôle d'un manager ou le rôle d'un patron d'entreprise, malgré tout, c'est encore de donner envie à ses collaborateurs de s'engager, de leur donner envie d'avancer dans une direction. Mes premières années, il y a 15 ans, quand j'ai commencé le conseil et la formation,
le constat que j'ai fait assez rapidement, c'est qu'on apportait des méthodes communes à tous, mais qu'on n'était pas forcément soucieux de la manière dont ça allait être perçu ou de la manière dont un individu allait vivre cette méthode et allait pouvoir s'approprier cette méthode par rapport à un autre. Donc l'idée a été vraiment de pouvoir individualiser tout ça. Et puis, j'ai eu la chance de découvrir une méthode qui s'appelle le management par objectif, qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Peter Drucker, qui est un économiste, un grand économiste contemporain, et qui a défini il y a très longtemps une méthode de pilotage d'activité, de management d'activité. Ce qui est intéressant dans cette méthode, en fait, c'est qu'elle elle est transposable dans n'importe quelle activité et qu'elle recentre ou elle remet en priorité ce sur quoi on doit je dirais, se focuser pour motiver ou pour engager un collaborateur. Et la première chose que j'ai envie de faire avec vous, c'est de partager cette méthode et puis peut-être de vous amener à réagir sur cette méthode. Alors cette méthode, on peut la symboliser par ce magnifique schéma que j'ai fait tout au long de cette nuit. Ce magnifique schéma très coloré qui symbolise en fait un peu cette méthode. Donc vous voyez, chaque pavé représente une partie de la méthode et on voit qu'à l'extrême gauche de cette méthode, eh bien, il y a nos deux personnages, le manager et le collaborateur. En fait, le premier point qui va être essentiel sur l'engagement d'un collaborateur, la première notion, celle sur laquelle on doit passer le plus de temps au sein de nos entreprises, au sein de nos services même, c'est vraiment de pouvoir donner du sens. Ça veut dire quoi, donner du sens? Ça veut dire de pouvoir répondre à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que cette entreprise existe? Pourquoi est-ce que mon entreprise existe? Pourquoi est-ce que tu en fais partie en tant que collaborateur? Qu'est-ce que tu vas y apporter? Qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Et l'idéal est vraiment de pouvoir co-construire ce sens. Le point essentiel, c'est le point de départ. Le point de départ est essentiel, c'est donner du sens et à l'entreprise, et au collectif, et à l'individu. Il faut avoir à l'esprit également que d'ici 2025, 75% des salariés seront des millennials. Donc, ça veut dire quoi des millennials? Vous le savez, ce sont les nouvelles générations. Il y avait la génération Y, la génération Y, c'est qu'ils se demandaient pourquoi justement, et qui recherchaient ce sens. Les millennials, ce sont la génération qui vient après la génération Y. Et les millennials sont encore plus en quête de sens, en quête d'agilité et de flexibilité. Cette notion de sens, elle est primordiale tout en étant conscient qu'au sein d'une structure, on n'a pas que des millennials et qu'un sens qui va nourrir ou qui va intéresser un individu ne va pas être le même pour un autre collaborateur. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en place, mais qui est essentiel. Je lisais un article, je ne lisais pas un article, j'écoutais en fait une chronique sur France Inter en début de semaine sur la société LDLC. La société LDLC, société qui est spécialisée dans le matériel informatique française à Lyon, le patron a mis en place, va mettre en place à partir du 18 janvier la semaine des 4 jours. Et donc, les collaborateurs vont travailler 4 jours par semaine et sans perte de salaire, sans perte de quoi que ce soit. Vraiment, l'objectif du patron, c'est vraiment de permettre à ses collaborateurs d'avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et puis, il le dit clairement aussi, à partir du moment où on arrive à adapter le temps de travail, eh bien, on s'aperçoit que les gens sont beaucoup plus motivés et donc, du coup, beaucoup plus productifs. Et donc, les résultats, la performance de l'entreprise s'en ressent, bien entendu. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'à un moment, il finit par exprimer le fait que ça n'a pas été simple à mettre en place parce que tout le monde n'a pas envie de travailler 4 jours par semaine. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que dans tous ceux qui veulent travailler 4 jours par semaine, le jour offert, eh bien, 80% des gens veulent que ça soit un vendredi. Donc, évidemment, on ne peut pas faire en sorte que 80% des personnes ne soient pas là le vendredi. Il faut que l'entreprise puisse tourner. Donc, il a fallu adapter ça. Il a trouvé comment. Il a réussi à trouver un système de manière à ce que chacun s'y retrouve et puisse
puisse mettre tout ça en place. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec cette notion de donner du sens? Et en fait, pour lui, l'objectif de son entreprise, et c'est de donner du sens, c'est de faire en sorte que son entreprise permette de développer le bien-être de ses collaborateurs. Lui, ce qu'il veut, c'est faire une entreprise où les collaborateurs soient heureux. Et c'est son sens. C'est le sens qu'il donne et c'est le sens qu'il a partagé avec ses ressources, plusieurs milliers de personnes au sein de sa structure. Et je trouve que c'est intéressant et surtout, il a su s'adapter à cette notion de millennials où il explique clairement qu'aujourd'hui, il a quand même une grande majorité de nouveaux collaborateurs, de nouvelles générations et que cette nouvelle génération, elle a besoin d'avoir une agilité, une flexibilité dans le monde du travail. Donc, donner du sens, c'est quelque chose qu'il faut co-construire avec ses collaborateurs et qui doit permettre de répondre à la question de pourquoi on a cette entreprise, pourquoi est-ce qu'on fait cela, pourquoi est-ce que mon métier est important, en quoi est-ce que je suis important dans cette structure et en quoi ça va me nourrir ou m'apporter quelque chose. Ça, c'est le premier point qui va permettre d'engager vos collaborateurs, c'est de donner du sens. Le deuxième point sur ce schéma ou sur cette méthode, ce sont les résultats. Les résultats, ce que l'on voit à travers la méthode de Peter Drucker, c'est que les résultats sont à la fin de ce schéma, c'est-à-dire sont complètement à droite du schéma. Et s'ils sont à droite du schéma, c'est parce que c'est la dernière chose à regarder. Quand je dis que c'est la dernière chose à regarder, bien sûr, j'exagère un peu, mais regarder des résultats au quotidien, c'est quelque chose qui est démotivant. Pourquoi est-ce que c'est démotivant? Parce que le résultat, c'est fini. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on a atteint ou pas, on a atteint les résultats escomptés ou pas, mais c'est fini, c'est le passé. On regarde dans le rétroviseur, c'est fini. Donc, regarder le résultat, c'est intéressant, non pas si on doit donner des bons ou des mauvais points, ça devient intéressant uniquement si on va regarder des résultats pour féliciter et encourager. Et à ce moment-là, c'est le fait de dire bravo, c'est super, bravo pour ces résultats. Ou si les résultats ne sont pas atteints, c'est non pas pour réprimander, mais pour pouvoir développer, pouvoir se dire, OK, pourquoi tu n'as pas atteint ces résultats? Donc, le résultat n'est pas quelque chose que l'on doit regarder en priorité, c'est quelque chose que l'on doit surveiller, mais il faut qu'on le surveille non pas pour donner des bons ou des mauvais points, mais vraiment pour pouvoir se dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné si on n'a pas atteint le résultat et qu'est-ce que je dois mettre en place pour améliorer les process ou mon collaborateur pour qu'il atteigne ses résultats, ou également regarder les résultats pour savoir ce que je dois faire pour féliciter et encourager mon collaborateur. Les 4 lignes que vous avez jaunes, que vous avez au centre du dessin, ce sont les axes stratégiques. En fait, les axes stratégiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, c'est le sens que je vais donner à mon entreprise va se traduire sur ma stratégie, sur mes axes stratégiques. Puisque je veux donner du sens, je veux donner une stratégie, une orientation, eh bien, qu'est-ce que je vais mettre en place, sur quel axe je vais travailler pour atteindre ces axes stratégiques. Je passe vite dessus parce qu'en fait, ce qui va vraiment nous intéresser, ça se situe en priorité là et ici. Sur ces deux aspects, on a la clé de la méthode du management par objectif. En fait, les résultats sont importants, bien entendu, comme je viens de le dire, parce que c'est ce qui nous permet de voir si on a atteint nos objectifs et si du coup la politique, la stratégie, le sens que l'on a donné à cette entreprise va dans la bonne direction. Et donc pour ça, ça veut dire qu'il faut que je pilote les efforts. Et engager un collaborateur, ça veut dire quoi? C'est s'assurer que le collaborateur fasse les bons efforts au bon endroit, les bons efforts ici, au bon endroit ici, pour les bons résultats ici. Donc tout part de la notion des efforts. Et le management et l'engagement d'un collaborateur, c'est de s'assurer que mon collaborateur fasse les efforts qui vont permettre d'atteindre les résultats futurs et de faire en sorte que le sens prenne vie ou que le sens se concrétise, que les objectifs se concrétisent. Engager un collaborateur, c'est donc s'assurer que je vais pouvoir construire avec lui, ensemble, les efforts qu'il doit fournir pour atteindre ces résultats. Et le rôle du manager, pour pouvoir engager son collaborateur, c'est de s'assurer que je lui donne les moyens de faire les bons efforts. Donc, que je m'assure que les efforts qu'il a décidé de mettre en place, ce sont ceux qui vont être couronnés de succès. C'est l'accompagner dans ces efforts-là. C'est le prévenir si jamais on s'aperçoit que les efforts ne vont pas fonctionner ou qu'ils ne sont pas dans la bonne direction. Les études aujourd'hui démontrent que 65%
des collaborateurs dans les entreprises recherchent une autonomie dans leur travail. Et l'autonomie, elle va se trouver ici, sur ma capacité à pouvoir définir les efforts que je dois fournir pour atteindre les résultats. L'engagement d'un collaborateur, c'est lui permettre, une fois qu'on a répondu à la question de pourquoi, c'est pouvoir lui permettre de répondre par lui-même à la question de quoi. Maintenant que tu sais pourquoi, maintenant que le sens tu l'as, c'est qu'est-ce que tu décides de faire par rapport à ça. Et cette autonomie va être source d'engagement pour le collaborateur. Le manager, lui, son rôle va être essentiel. Ça va être essentiel parce que le manager, ce qu'il doit pouvoir faire, c'est développer le collaborateur. Donc, développer ses connaissances, ses aptitudes et ses motivations. Donc, j'ai mis un gros S volontairement en gras, ce n'est pas une faute de frappe, parce qu'on parle bien des motivations. Il y a plusieurs facteurs de motivation. Mais le rôle du manager, il est là. Le rôle du manager, il n'est pas de contrôler les résultats pour donner des bons ou des mauvais points, comme je vous le disais tout à l'heure, mais il est vraiment de s'assurer que le collaborateur va définir les bons efforts et je vais pouvoir l'aider, l'accompagner dans ces efforts-là. Mais il faut que je puisse m'assurer qu'il ait les connaissances et les aptitudes nécessaires. Autrement dit, je ne peux pas reprocher à un collaborateur, à quelqu'un de ne pas savoir faire du vélo si je ne lui ai jamais appris à faire du vélo. Je ne peux pas reprocher à mon collaborateur de ne pas avoir atteint les objectifs si je ne lui ai pas donné les connaissances et les aptitudes nécessaires pour qu'il puisse faire les efforts. 48% des collaborateurs estiment aujourd'hui que s'ils n'arrivent pas à atteindre et à s'épanouir pleinement dans leur métier, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens en termes de connaissances et d'aptitudes donnés par l'entreprise. 48%, c'est moins de la moitié des collaborateurs, mais ça reste quand même important. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une étude qui a été faite par, j'oublie le nom de l'organisme, mais ça a été fait sur une population européenne, hein, pas uniquement la population française, mais ça a été fait sur Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, France et Italie. Et voilà. Et donc, sur cette étude-là, ce qui est intéressant, c'est une étude qui date de 2016, malgré tout, elle a quand même aujourd'hui 4 ans d'ancienneté, mais les chiffres sont malgré tout présents. Et ce qui est intéressant sur cette étude, c'est qu'on s'aperçoit à la fois que la plupart des collaborateurs aiment leur entreprise, mais sont aujourd'hui demandeurs de soutien et de pouvoir à la fois, avoir davantage d'autonomie, et deux, de s'assurer qu'on leur donne davantage les moyens, alors quand je dis les moyens, c'est en termes de connaissances et d'aptitudes, de performer au sein d'une entreprise. Donc le rôle du manager, il est essentiellement là. Il est vraiment de s'assurer que mon collaborateur ait les bonnes connaissances et aptitudes. Et puis il y a cette notion de motivation, cette notion de motivation qui est essentielle, on va en parler juste après, c'est que le rôle du manager, c'est de s'assurer que le collaborateur soit suffisamment motivé pour s'engager. Donc, pour résumer sur cet outil, sur cette méthode du management par objectif de Peter Drucker, et avant de passer à l'étape suivante et peut-être de vous donner la parole juste avant de passer à l'étape suivante, ce schéma du management par objectif, en fait, il dit quoi? Il dit que plutôt que de se regarder des objectifs de résultats, on va plutôt regarder des objectifs d'effort et on va plutôt regarder des objectifs de développement des collaborateurs. Et qu'à partir du moment où je m'assure que je développe mon collaborateur, que je lui donne les moyens de réussir, je vais suffisamment l'enrichir pour qu'il puisse s'engager. Et à partir du moment où je lui donne l'autonomie de pouvoir construire les efforts, définir les efforts qu'il souhaite mettre en place pour atteindre les résultats, je vais là encore avoir son engagement. Mais tout ça part d'un point de départ qui est essentiel, qui est de donner du sens, de donner une raison à tout ce que le collaborateur fait dans son quotidien. Voilà. Je fais juste un break à ce niveau-là. Est-ce que, avant d'aller un peu plus loin sur la notion de motivation, quelles sont peut-être vos questions ou vos réactions, messieurs, dames? Aucune. Il n'y a pas de Bien. questions dans le chat, mais peut-être qu'il y en a qui veulent intervenir directement. Ceux qui n'ont pas de micro, vous pouvez l'écrire dans le chat et sinon vous dites rhinocéros. Rhinocéros. Ok, alors écoutez, j'avance. Parlons des motivations.
Sur les motivations, il y a un certain nombre je dirais, de recherches qui ont été faites sur les motivations ou de découvertes qui ont été faites et de théories qui ont été mises en avant sur les motivations. Les motivations sont à la fois liées à des choses très factuelles, très rationnelles, et puis il y a aussi des choses qui sont très irrationnelles, qui sont vraiment liées à la personne. Ce qui est intéressant dans les motivations, c'est de comprendre comment fonctionne l'être humain. Et là, on va s'appuyer sur différents outils. On va notamment s'appuyer sur des psychologues et sur le travail qu'ils ont pu faire en amont sur la recherche du fonctionnement de l'être humain. Vous avez à l'écran un schéma extrêmement, mais ultra simplifié de la personnalité. J'insiste bien sur le fait que ce soit ultra simplifié, c'est limite un peu honteux de pouvoir présenter encore un schéma comme celui-là. Aujourd'hui encore, avec les neurosciences, on est encore en train de découvrir la complexité d'une personnalité. Donc imaginez que ce n'est pas avec 3 cercles qu'on peut résumer une personnalité. Mais malgré tout, ce schéma, il a le mérite de pouvoir simplifier 3 données simples. C'est le pourquoi, le avec quoi et le comment. Alors, le comment, c'est le comportement, c'est comment est-ce que je fais les choses, c'est la manière dont je communique, c'est la manière dont je gère mon temps, c'est la manière dont je gère ma charge de travail, je conduis mes projets, c'est ma manière de faire. Bien. Les compétences, c'est ma boîte à outils. C'est avec quoi? C'est tout ce que je vais pouvoir mettre dans cette boîte à outils qui va me permettre de pouvoir être de plus en plus compétent. Les compétences, je reviens sur mon schéma précédent, on est ici, bien entendu. Plus je vais pouvoir, on va me permettre de pouvoir développer mes connaissances et mes aptitudes, plus on va m'engager dans l'entreprise. Mais du coup, plus on va nourrir cette boîte à outils, et cette boîte à outils, je vais pouvoir plus facilement l'utiliser et encore une fois plus garantir mon engagement. Et puis, il y a les facteurs de motivation. Les facteurs de motivation, c'est le pourquoi. C'est ce qui me motive, ce qui me donne envie. Je dirais même que c'est ce qui me nourrit. C'est ce qui me nourrit dans mon quotidien. C'est ce qui fait que j'aime mon métier. C'est ce qui fait que j'aime cette entreprise. C'est ce qui fait que j'aime travailler avec telle ou telle personne. C'est ce qui fait que telle autre personne me donne des boutons. Voilà. C'est un certain nombre de choses, mais c'est vraiment ce qui me nourrit. Or, aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qui nourrit vos collaborateurs? C'est une question que je pose régulièrement à des managers, et aujourd'hui, les managers ne savent pas y répondre. Alors, quand je suis sur une fonction commerciale, on me dit, Johan, ce qui nourrit un commercial, c'est le résultat, c'est la prime, c'est le salaire. Non, pas tous. Pas tous. Bien sûr que le salaire est important, bien entendu que c'est important, mais est-ce qu'un commercial qui gagne très bien sa vie et n'a que pour seul critère de motivation ou comme nourriture de très bien gagner sa vie, est-ce qu'il reste? Et non, dans les entreprises, on a plein de commerciaux qui sont finis par partir. Pourquoi? Soit parce qu'il n'y avait pas de sens, on revient encore sur cette notion de sens, soit parce qu'ils n'avaient pas l'autonomie nécessaire, soit parce qu'ils n'étaient pas nourris intrinsèquement par leur activité. Donc, il y a un psychologue qui s'est penché sur les motivations et sur ce qui peut nourrir une personne. Et ce psychologue, c'est Springer. Et Springer a défini en fait 6 attitudes qui peuvent potentiellement nourrir un individu. Donc, il y a ce qui va être lié à la connaissance, donc tout ce qui va être apprentissage, découverte, à l'utilité, le fait de faire quelque chose qui soit utile, qui serve à quelque chose. Et il y a l'environnement également. L'environnement, c'est dans le sens de harmonie, c'est-à-dire la capacité à pouvoir soit avoir une approche plutôt subjective ou objective de la vie. Alors, de la vie, c'est à la fois les rapports humains, c'est à la fois l'équilibre de vie, c'est à la fois le monde qui nous entoure. L'aide, le fait de pouvoir aider ou pas les autres, ça peut être source de motivation d'une personne. Le pouvoir également, le fait de pouvoir contrôler sa vie ou au contraire de ne pas avoir envie de contrôler sa vie et de pouvoir faire partie plutôt d'un collectif. Et puis les principes de vie également, c'est aussi des choses qui peuvent nourrir une personne. Alors, ce qui est intéressant dans ces attitudes de Springer, c'est que ce sont 6 attitudes qui vont définir
12 moteurs de comportement. Alors, l'objectif, bien sûr, de cette intervention, ce n'est pas que vous puissiez retenir ces 12 moteurs de comportement, mais c'est de vous sensibiliser à ça et de pouvoir après arriver sur comprendre comment on va pouvoir identifier ces moteurs de comportement auprès de collaborateurs ou auprès de personnes. Donc, si on revient sur la notion de connaissance, donc on va avoir deux moteurs. On va avoir un moteur qui va être empirique et un moteur qui va être intellectuel. Donc, l'empirique, c'est quelqu'un qui est motivé par le fait de s'appuyer sur des expériences passées. C'est quelqu'un qui travaille avec une méthode de travail qui est celle qu'il a apprise et qu'il a toujours mis en pratique. Et donc, il aime bien s'appuyer sur ses expériences passées. Il aime bien s'appuyer sur l'empirique. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui se nourrit de nouvelles connaissances, qui va se nourrir d'informations nouvelles, de méthodes nouvelles, et du coup, qui a besoin dans son métier de se nourrir intellectuellement de cette nouveauté. Quelque part, c'est quelqu'un, on aime bien dire qu'il est à la recherche de la vérité, si la vérité existe, parce que lui, voilà, cette nouvelle connaissance, c'est quelque chose qui est important pour lui. Et donc, dans son métier du quotidien, si effectivement cette personne-là ne peut pas se nourrir intellectuellement, il y a un moment où ça va être difficile, quand bien même elle ait les bons efforts et quand bien même elle ait les résultats. Dans l'utilité, on va avoir donc la personne désintéressée. La personne désintéressée, c'est quelqu'un qui fait le travail parce qu'il faut le faire et elle veut le faire pour le bien commun. Et donc, cette personne ne recherche pas forcément de reconnaissance dans son travail ni de valorisation de son travail. Elle, ce qu'elle veut, c'est faire son travail parce que pour elle, on est tous là pour faire un travail et qu'il faut le faire correctement. Voilà, il n'y a pas de recherche d'intérêt par rapport à ça. Et puis l'efficient, lui, par contre, il recherche vraiment un retour sur effort, un retour sur résultat. Alors, le retour sur effort de l'efficient n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être du temps, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'efficacité, ça peut être davantage de confort, ça peut être… voilà. Mais il a besoin que ça soit utile, qu'il y ait un retour sur investissement. Dans l'environnement, on va retrouver le pragmatique. Donc, le pragmatique, c'est quelqu'un qui, un peu comme l'empirique, ce point commun avec l'empirique, c'est qu'il va s'appuyer, lui, sur des faits exacts. Alors, l'empirique va s'appuyer sur des expériences passées qui ont fonctionné et il va essayer de les reproduire. Le pragmatique, lui, va s'appuyer sur des faits exacts, sur des choses très précises, très factuelles, très concrètes. Alors que l'harmonieux, lui, va plutôt avoir une vision subjective des choses, plutôt une vision un peu plus émotionnelle des choses. Et lui, ce qu'il a besoin, c'est de se nourrir de cette harmonie dans son travail. Alors l'harmonie dans le travail, c'est à la fois une recherche de sérénité, c'est à la fois également de l'harmonie dans les rapports humains. C'est un équilibre de vie pro entre la vie pro et la vie perso. C'est le fait qu'il y ait du bien-être dans l'entreprise ou dans le service. C'est le fait que l'entreprise soit orientée sur l'écologie, par exemple. Voilà, donc cette notion d'harmonie peut être très très large et évidemment différente d'un harmonieux à un autre. Voilà. Alors que le pragmatique, lui, c'est des faits beaucoup plus exacts, beaucoup plus factuels et qui peuvent être aussi des choses très nobles. Hein. On peut avoir dans les pragmatiques des gens qui veulent avoir, ils veulent s'appuyer sur des faits exacts orientés bien-être en entreprise. Voilà, et pas du subjectif, mais vraiment de l'objectif sur le bien-être en entreprise. Dans l'aide, on va avoir deux types d'aide. On va avoir le sélectif. Le sélectif, c'est quelqu'un qui est prêt à aider les autres, mais à partir du moment où ça apporte quelque chose, à partir du moment où il y a un résultat, où ça sert à quelque chose. Alors, le sélectif n'est pas quelqu'un de, comment dirais-je, d'intéressé. Ce n'est pas quelqu'un qui est voilà, qui fait les choses dans son intérêt. Généralement, il le fait dans l'intérêt des autres, mais il veut être sûr que ça soit utile, que ça ait du sens. Voilà, il n'aide pas, il sélectionne son aide, en fait, l'aide qu'il va apporter, parce qu'il veut être sûr que l'aide serve à quelque chose.
Et c'est quelque chose qui le nourrit dans son quotidien professionnel. Alors que l'altruiste, lui, l'altruiste, il aide tout le monde. L'altruiste, c'est quelqu'un qui se donne corps et âme pour les autres. Il veut interdire la mort et bannir la maladie. Voilà, l'altruiste, c'est quelqu'un qui va vous aider à apporter votre sac alors que vous n'avez en aucun cas demandé à ce qu'on vous aide à apporter votre sac. Mais voilà, c'est l'altruiste, il se donne entièrement aux autres. L'individuel est quelqu'un qui lui est orienté sur le pouvoir. Donc lui, il a besoin de contrôler sa vie. Il a besoin de contrôler sa vie parce que lui, ce qu'il aime, c'est la liberté qu'il a dans sa vie. Donc il aime bien être reconnu, certes par son statut, mais il aime bien être reconnu comme étant quelqu'un d'assez indépendant et qui contrôle sa vie et qui gère sa vie comme il en a envie, comme il en a besoin. Le collectif, lui, à l'inverse, c'est quelqu'un qui va plutôt vouloir faire partie d'un groupe sans pour autant être la personne principale de ce groupe. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'être reconnu comme étant le leader du groupe. Il a juste envie de faire partie d'un collectif et d'apporter quelque chose à ce collectif et de se nourrir de ce collectif. Je termine avec les deux dernières. Le tolérant, c'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert d'esprit, qui aime toute la nouveauté, qui aime les approches de vie différentes, les méthodes différentes, qui aime les opinions différentes. Donc c'est quelqu'un qui se nourrit de son ouverture d'esprit et qui aime avoir justement cette ouverture d'esprit autour de lui et cette, je dirais, ce bouillonnement d'idées autour de lui. L'intransigeant est quelqu'un qui, lui, va plutôt au contraire s'appuyer sur des principes de vie, sur des règles de vie clairement définies. C'est pas, alors, principes de vie, on peut mettre plein de choses derrière ce terme-là. Ça peut être des principes de vie qui sont extrêmement positives. Par exemple, on pourrait très bien dire qu'un intransigeant, il a comme principe de vie que chaque personne devrait consacrer au moins une après-midi par semaine à aider les plus démunis. Voilà. Pour lui, c'est un principe de vie et c'est quelque part quelque chose d'assez positif. Après, il peut avoir comme principe de vie que non, dans la vie, c'est chacun pour soi. Voilà. On a deux intransigeants, deux principes de vie différents. Donc, vous le voyez à travers ces 12 moteurs, ces 12 facteurs de motivation, on a des choses qui sont parfois complémentaires et parfois très, très différentes. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que c'est essentiel de pouvoir, si je reviens sur mon petit schéma de tout à l'heure, de pouvoir mesurer ce qui aujourd'hui nourrit un collaborateur pour garantir son engagement. Et dans une équipe, dans une entreprise, dans une équipe, eh bien, j'ai X individus qui, certains vont partager les mêmes moteurs, les mêmes motivations, et d'autres vont avoir des moteurs complètement différents. Et mon intérêt en tant que patron d'entreprise, en tant que manager, c'est de s'assurer que cette motivation ou ces moteurs-là soient nourris pour garantir l'engagement de mon collaborateur. C'est d'autant plus important que lorsque l'on va faire, vous voyez, deux manières de lire un peu ces différents moteurs sur un rapport, on voit qu'on a ici des moteurs individuels. Alors les moteurs élevés sont reconnaissables par le petit losange que vous avez dans chaque dans les 4 moteurs principaux. Ça me permet de comprendre évidemment quels sont les moteurs de mon collaborateur. Je peux avoir aussi utilisé un outil comme celui-là, une roue, qui va me permettre de voir un peu quels sont les moteurs les plus présents, les plus présents au sein de mon entreprise, au sein d'une équipe. Et du coup, quels sont les moteurs qui fonctionnent bien ensemble, quels sont ceux qui fonctionnent moins bien. Voilà, quand j'ai une équipe de 5 personnes et que j'en ai 3 qui sont en collectif et que j'en ai 2 qui sont en individuel, comment est-ce que je fais pour réussir à faire en sorte que, individuellement, ils soient chacun nourris et que collectivement, ils arrivent à fonctionner ensemble. Donc, c'est un outil qui permet de faire ce genre de choses. Mais surtout, c'est un outil qui va me permettre à moi, en tant que manager, en tant que patron d'entreprise, de m'assurer que mon collaborateur a
les efforts que va faire mon collaborateur, non seulement vont apporter les résultats, mais également vont lui permettre de se nourrir par rapport à ses moteurs, par rapport à ce qu'il a besoin. Alors la question, c'est quand on n'a pas ce genre d'outils, comment est-ce qu'on va identifier ces différents moteurs, comment est-ce qu'on va pouvoir identifier ces différentes motivations chez nos collaborateurs. Il y a une manière très simple de le faire, et moi j'encourage toujours les managers à le faire de cette manière-là, c'est de poser des questions à leurs collaborateurs, c'est de passer du temps individuellement avec eux. On revient sur notre méthode du management par objectif. J'accompagne mon collaborateur à faire les efforts pour s'assurer qu'il fasse les bons efforts et qu'il ait le bon résultat et qu'il puisse s'épanouir à travers ça. C'est un moment individuel que je vais avoir avec lui, et c'est un moment où je vais pouvoir lui poser quelques questions clés. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ton métier ? Par exemple, ça c'est une question qu'on peut lui poser. Autre question qu'on peut lui poser, c'est pour toi une bonne journée de travail, ça s'est passé comment ? Qu'est-ce qui te nourrit dans ton travail ? Ce terme de nourrir est important. C'est pas qu'est-ce qui te motive, c'est qu'est-ce qui te nourrit dans ton travail. Parce que se nourrir, c'est plus profond que motiver. Motiver, le résultat peut me motiver, mais ce qui va me nourrir, c'est pas uniquement le résultat. Si je suis efficient, bien sûr, ça va être le résultat, mais c'est aussi le fait qu'il y ait une bonne ambiance de travail. C'est aussi le fait qu'on me fasse confiance. C'est aussi le fait qu'on me donne de l'autonomie. C'est aussi le fait qu'au contraire, on soit constamment avec moi et qu'on m'accompagne. Qu'est-ce qui te nourrit dans ton travail? Qu'est-ce qui est important pour toi? Pour toi, une bonne journée de travail, elle s'est déroulée de quelle manière? Ce sont des questions clés à poser qui vont nous permettre de comprendre ce qui est important pour les collaborateurs. Moi, je l'ai fait au sein de mon équipe. Alors, j'ai aujourd'hui une petite équipe, je ne suis pas une multinationale. Mais je l'ai fait au sein de mon équipe, et ce qui est intéressant, c'est que les cordonniers sont les plus mal chaussés, comme on dit, mais du coup, j'aime bien appliquer ce que je conseille chez mes clients, j'aime bien appliquer dans mon entreprise. Et notamment une collaboratrice, je n'avais pas perçu ce moteur-là. Alors moi, j'utilise les outils que je vous ai montrés forcément dans mon entreprise, mais une de mes collaboratrices, je ne l'avais pas perçu. Je n'avais pas perçu, et je lui avais dit, qu'est-ce qui te nourrit, toi, dans ton travail? Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi une bonne journée? Puis je sentais que j'arrivais pas, la réponse n'était pas complètement satisfaisante, donc je continuais à discuter avec elle, et à un moment, elle finit par me dire, mais moi, c'est la liberté, quoi. Moi, moi, le fait d'arriver avec des horaires, des contraintes, le fait de j'arrive à telle heure, je repars à telle heure. Tu vois, si j'arrive à 10 heures, c'est pas grave. Ouais. Ouais, effectivement, on n'est pas la même génération, voyez-vous. Ouais, tu arrives à 10 heures, c'est pas grave, et en même temps, il y a le reste de l'équipe, il faut quand même tenir compte de ça, mais c'est pas grave, on continue à discuter. Et effectivement, donc, je lui dis, OK, moi, je te laisse cette liberté-là. Par contre, moi, ce qui est important dans mon travail, c'est le résultat. Moi, je suis efficient. Donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est le résultat. Donc, si tu arrives à conjuguer cette liberté et ce côté, je viens travailler à un rythme qui est le mien avec une certaine liberté là-dessus, et moi, mon objectif de résultat, on va voir pourquoi pas fonctionner comme ça. Depuis cette discussion, elle me fait péter les scores. C'est incroyable, elle me fait péter les scores. Et effectivement, après, il faut gérer avec le reste des collaborateurs. Parce que tous les collaborateurs ne fonctionnent pas de la même manière. Il faut savoir expliquer les choses, et c'est là où le management aussi prend du sens. Mais clairement, son engagement, qui était déjà bon avant, est beaucoup plus important. Et au-delà de faire péter des résultats, puisque à rigueur, moi, un matin, juste les résultats, ça me suffit, mais bon, voilà. C'est que elle est beaucoup plus porteuse d'idées, porteuse de créativité. Elle est beaucoup plus impliquée sur les projets, et ça, c'est vraiment appréciable. Donc, quelque part, j'aime bien dire qu'elle s'est révélée, mais en même temps, c'est grâce à elle. Si elle s'est révélée, c'est parce qu'elle a su expliquer ce qui la nourrissait, et du coup, on a su mettre en place les choses. Et je reviens donc sur mon histoire de LDC, et après je vais m'arrêter là et je vais vous donner la parole pour vos réactions. Tout à l'heure,
de l'entreprise LDC. Ce qui est intéressant, c'est que sur LDC, il y a ce sens qui a été donné par le patron de l'entreprise, qui est le fait de s'assurer que tous les collaborateurs s'épanouissent au sein de l'entreprise et il y a une communication là-dessus. On imagine évidemment que ce sens est sincère et que voilà, il a un très peu de turnover au sein de son équipe, de ses ressources, il a un taux de satisfaction interne de bien-être dans le travail qui est important, mais vraiment pour lui, c'est de faire en sorte que dans son entreprise, les gens s'épanouissent, c'est quelque chose d'extrêmement important. La question, voilà, en lisant cet article-là, c'est mais pour eux, qu'est-ce qui est important? Et pour vos collaborateurs, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui va les nourrir? Est-ce que ce sens que l'on va donner, qui est essentiel, est-ce que ça va les nourrir? Et le lien, il est extrêmement important ici. C'est que quand je construis le sens de mon entreprise, quand je donne du sens à un service, à un collaborateur, à un collectif, à une entreprise, il faut que je m'assure que ça puisse nourrir l'ensemble des collaborateurs. Parce que si ça ne nourrit pas l'ensemble des collaborateurs, eh bien le reste va forcément être impacté tant dans les efforts que dans les résultats. Voilà, en synthèse, pour terminer là-dessus, si vous deviez avoir, je dirais, 3-4 points essentiels à retenir, ce serait donner du sens, voire même construire ce sens avec les collaborateurs est essentiel pour pouvoir les engager. Le deuxième, c'est manager et accompagner les efforts, c'est ne pas faire un focus sur les résultats. Le résultat, c'est passé, c'est fini, bien, c'est super, pas bien, tant pis. C'est surtout quels sont les efforts qui vont impacter ces résultats. Et c'est ça qu'il faut manager, c'est ça qu'il faut accompagner pour permettre aux collaborateurs de réussir. Le troisième point est primordial, c'est il faut que je donne les moyens à mon collaborateur de réussir pour qu'il ait cet engagement, surtout si j'ai parmi mes collaborateurs des gens qui sont motivés par le fait de se nourrir de nouvelles connaissances ou qui sont motivés par des moteurs qui vont être liés à ça. Développer les collaborateurs pour les faire réussir, c'est essentiel et c'est ce qui garantit également leur engagement. Et puis, pour terminer, c'est identifier ce qui les motive et ce qui peut également les freiner. Ce qui motive le collaborateur, je dirais même, voilà, ce qui le nourrit, c'est beaucoup plus important de se poser la question de qu'est-ce qui nourrit le collaborateur pour pouvoir l'engager dans le projet de l'entreprise. Voilà, j'arrive à la fin de ces présentations. Je vais vous laisser peut-être la parole et réagir par rapport à tout cela qui veut soit réagir sur le chat, soit réagir en direct en ouvrant les micros. Bonjour, je suis Valérie Femtong. Je trouve que c'est Valérie. intéressant ce que vous avez proposé. Alors, en effet, moi, je trouve toujours, là, quand vous disiez tout à l'heure la collaboratrice qui va être nourrie de cette liberté, c'est toujours difficile de jongler entre ce qu'on peut proposer à l'un, qu'on a besoin, et puis finalement imposer aux autres. Voilà, donc comment vous l'expliquez, en général, quand vous prenez ce type de règles, vous l'expliquez à tout le monde ou vous gardez ce que vous avez convenu avec le collaborateur en off? Non, il faut que ça soit, il faut que la communication soit la plus transparente possible au sein d'une structure ou d'un service, d'une entreprise ou d'un service. Donc, il faut pouvoir expliquer les choses et il faut pouvoir faire en sorte que chacun ait je dirais, j'allais dire avantage, mais ce n'est pas le terme, et son petit plus individuel, on va dire. Donc je prenais l'exemple de Pauline, on va l'appeler Pauline puisqu'elle s'appelle Pauline. Donc je prenais l'exemple de Pauline et je sais que Pauline fonctionne comme ça. Mais Yann, par exemple, Yann, ce qu'il veut, c'est aller à la rencontre, aller à la rencontre des clients, aller à la rencontre. Bon, vous l'avez compris, je suis un organisme de formation, donc participer à des formations, aller sur des salons, voilà. Donc du coup, à partir du moment où je vais donner une liberté à Pauline que je ne peux pas donner à Yann, parce que Yann n'a pas, lui, il a besoin malgré tout qu'on le cadre. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à peut-être partir dans tous les sens et du coup à perdre de la pertinence dans ses efforts. Donc Yann, il a besoin qu'on lui donne un certain cadre. Je ne peux pas lui donner la même liberté qu'à Pauline. Donc ça s'explique à Yann. Je lui ai expliqué à Yann et je lui ai dit encore aujourd'hui, je ne peux pas te le donner. Peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, ça sera possible et c'est super. Mais je lui ai dit maintenant,
la question que j'ai posée à Pauline, c'est celle que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui te nourrit. Donc, la question, je l'ai posée à l'ensemble de l'équipe et au même titre que j'encourage les managers, quand j'interviens dans les entreprises, à poser cette question-là. Et les retours sont intéressants par rapport à ça. Les retours sont intéressants dans le sens où les managers sont généralement surpris de s'apercevoir qu'au sein d'une même équipe, qui font le même métier, ce n'est pas les mêmes choses qui vont les nourrir. Et pour eux, des comptables, c'est des comptables. Des commerciaux, ce sont des commerciaux. Des techniciens à la logistique sont des techniciens. Et non, et en fait, non, ce sont des individus différents, les motivations sont différentes. Et je termine avec l'histoire de Yann. Yann, ça c'était avant la crise du Covid. Mais Yann, je lui ai dit, écoute Yann, moi ce que je te propose, c'est qu'il va y avoir 3 salons de la formation digitalisée, notamment un à Paris et un à Lyon. Ce que je te propose, c'est que tu y ailles. Voilà, c'est que toi, tu ailles sur ces salons-là, que tu reviennes après. Voilà. Et j'ai eu un Yann qui était gonflé à bloc. Bon, après, avec la crise du Covid, les 3 salons ont été reportés puis annulés. Enfin, il y en a encore un qui est que reporté pour le moment. Et forcément, il faut trouver d'autres choses. Donc, Yann, ça a été de lui dire, vu que le salon a été annulé, forcément, il y a eu un coup de bambou. C'était de lui dire, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu viennes avec moi sur des formations. Et puis, là, à la rentrée, je viens de lui confier un client. Donc, je viens de lui confier un client, c'est un tout petit client, c'est une toute petite structure. Voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, donc et c'est à la fois un client et un ami, donc ça me permet de le faire. Mais du coup, c'est quelque chose qui va le nourrir. Alors, Pauline, ça ne la nourrirait pas du tout, au contraire, ça la stresserait. Ça la stresserait de se retrouver là face à un client, d'avoir un client à gérer, aussi petit soit-il. Donc, pour répondre à votre question, Valérie, excusez-moi, je suis un peu long dans ma réponse, mais il faut communiquer au maximum. Donc, il faut expliquer les choses à une équipe parce que c'est essentiel. Et surtout, ce que vous faites avec l'un, il faut que vous arriviez à l'adapter aux autres parce que c'est ça qui va garantir l'engagement de chacun. Et puis pour vous donner un dernier exemple, je pense à un de mes clients notamment où il a posé cette question-là. Donc il a demandé à tous ses managers de poser cette question-là à leur équipe et on a fait des retours. Et donc il y a des choses qui sont très très riches, très très intéressantes là-dessus. Et du coup, quand on pilote les efforts après, on s'aperçoit que les efforts sont beaucoup plus importants parce que pour le collaborateur, le sens est là et pour le manager, il a compris comment il devait motiver et ce qui allait motiver le collaborateur à faire les efforts. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai dit aux dirigeants d'entreprise, je dis, mais au fait, tes 5 managers, tu leur as demandé de poser la question à leurs collaborateurs, mais est-ce que tu as posé la question à tes managers? Ah non, tiens, c'est vrai, non, je n'ai pas posé la question à mes managers. Voilà, donc on va faire la même chose maintenant, on va poser la question aux managers. Et pareil, ça a été quelque chose d'extrêmement, une prise de conscience très importante pour ce patron d'entreprise parce qu'il était persuadé que les managers avaient les mêmes motivations que lui et pas du tout. Et surtout, il était très surpris de s'apercevoir à quel point les managers aimaient leur boîte. Il le savait, mais le fait de prendre le temps de l'exprimer, d'en discuter, il ne pensait pas que c'était à ce point-là, en fait. Donc voilà, ce sont des choses qui sont intéressantes. C'est vraiment se concentrer sur l'individu et s'assurer que ce qu'il fait, on ne regarde pas les résultats, mais on regarde les efforts et que ce qu'il fait ait du sens et le nourrisse. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Valérie. Oui, oui, c'est très bien, merci. Bon, super. Est-ce que peut-être d'autres questions? Je n'ai pas regardé le chat, Solène, je ne sais pas s'il y a… Alors, dans le chat, je réponds au fur et à mesure. C'est surtout les gens qui veulent la présentation, qui te remercient parce qu'ils disent que c'est très clair. Ok, je n'ai pas de questions. J'ai bien noté les 3 questions à poser aux collaborateurs. Je remercie l'intervenant. La personne a dû nous quitter. Merci beaucoup, ce fut très intéressant. Très bonne journée à tous. Voilà, des gens très satisfaits en tout cas de la présentation, Yoann. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole encore? Pour une chanson, un poème, ouais, c'est pas forcément une réaction, hein, on peut juste, ouais, ça peut être aussi un moment de, tu as une carte blanche. Est-ce que quelqu'un veut une carte blanche sur un thème de son choix? Bon, écoutez, très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cette présentation. Voilà, vous aurez, je parle sous ton contrôle, Solène, mais la possibilité de récupérer le support. Voilà. Et donc, en tête du support, vous aurez mes coordonnées. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez des questions
questions, des points ou des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail ou m'appeler et je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre ou vous faire un retour. Super. Eh ben, c'est tout à fait ça. Je vous ai mis le lien du replay qui sera disponible à compter de demain, parce que là, on va aller faire un petit peu de manutention maintenant au bureau. On a les annuaires qui arrivent. Donc, demain, vous pourrez retrouver le replay de Johan avec sa présentation. Et vous avez les coordonnées de Johan. Surtout, n'hésitez pas, pour bien commencer l'année, vous pouvez le contacter. Donc, tout le monde m'a dit merci Johan. Belle suite de journée. Oula. Vous êtes trop nombreux là à nous écrire, mais en tout cas, tout le monde dit merci beaucoup, Johan. Ouais, c'est très bien. Bon, ça va. Donc, je prends les merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Passez une très belle journée et merci beaucoup. À une prochaine opportunité. Merci à toutes et à tous. Merci à beaucoup. bientôt et bonne journée Merci. à tous. Au revoir. Merci, Au revoir.